Pour regarder Niveau d'Info, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Au Bénin, le président Patrice Talon a réaffirmé devant les élus qu'il quittera le pouvoir à la fin de son mandat le 24 mai 2026, conformément aux dispositions de la Constitution du pays. Il devra alors céder sa place à un successeur. Les Béninois et l'opposition doivent-ils encore s'inquiéter malgré cette déclaration publique, ou bien l'attention était désormais tournée vers la question de qui lui succédera? On en parle avec notre invité, Didier Noureddine Alorou, directeur général Africadev. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte Guézéré. Lors d'une réunion tenue donc le 13 juin 2025 au Palais de la Marina à Cotonou, le président Patrice Talon est de nouveau revenu sur cette affirmation qu'il a martelée d'ailleurs. Il ne sera pas candidat à l'année prochaine. Selon vous, ces déclarations publiques viennent-elles définitivement mettre fin aux spéculations et aux inquiétudes concernant donc un éventuel troisième mandat? La spéculation c'est le débat, ce sont les questionnements, à savoir s'il doit rester ou s'il doit partir. Mais je pense que c'est un engagement sincère, parce que là, c'était une réunion avec les maires. On sait que dans les dispositifs constitutionnels au Bénin, le chef de l'État doit tenir un discours chaque année sur l'état de la nation, mais ça se fait devant les députés, pas devant les maires. Donc je pense que le fait qu'il ait réuni donc des élus locaux et tenu ce discours, je pense fondamentalement que c'est l'objet de cette rencontre. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les médias qui sont allés lui poser des questions. Il l'a dit et martelé à plusieurs reprises qu'il ne sera pas candidat, mais à chaque fois c'était dans les médias. Mais cette fois-ci, c'est vraiment devant des élus. Et je crois que l'occasion est solennelle et je vois un engagement sincère. Vous parlez d'engagement sincère, mais on s'en souvient en 2016, à l'époque, à son arrivée, le président avait également promis faire qu'un mandat. Finalement, il en a eu deux. Oui, il y a une différence entre 2016 et aujourd'hui. La différence est autour de la Constitution du Bénin, qui aujourd'hui indique en son article 42 que nul ne peut faire au-delà de deux mandats de sa vie. Dispositif qui a été renforcé, je crois aussi par l'article 44. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est en train de finir son deuxième mandat, à moins qu'il ait une autre vie. Mais sinon, pour sa vie que nous connaissons, je pense que c'est son dernier mandat. Et d'ailleurs, j'aimerais faire observer que s'il avait réellement l'intention de jouer à un double jeu, il ne tiendrait pas ce discours devant les maires, parce que les maires, c'est quand même des entités autonomes sur lesquelles il peut s'appuyer. On se pose la question, quelles sont les garanties concrètes que cette déclaration publique offre aux Béninois, mais surtout à l'opposition béninoise? Oui, une nouvelle fois encore, le président a martelé qu'il ne sera pas candidat. Donc, il y a d'abord sa parole donnée. Et vous savez que la parole, même si beaucoup ne la respectent pas, au moins on peut les prendre au mot. Ça, c'est la première garantie. Mais la meilleure garantie, c'est la Constitution, comme je viens de le dire. C'est la Constitution qui stipule que personne ne peut faire au-delà de deux mandats de sa vie. Donc, c'est ça la garantie aujourd'hui, que l'opposition, dont peut se prévaloir l'opposition et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec un troisième mandat. Une affirmation publique, et quels sont les enjeux principaux pour l'opposition, mais également la société civile béninoise après cette annonce? Sont-ils vraiment rassurés, ou est-ce qu'il y a encore un peu de vigilance à observer? Non, je pense que l'opposition et même la société civile, chacun est dans son rôle. Il est normal que l'opposition reste sur ses gardes. L'opposition d'ailleurs a déclaré que ce qui est important pour elle, ce sont les actes et non les paroles. Et vous savez, il y a un adage qui dit aussi que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc je crois que l'opposition est en alerte. L'opposition continue à surveiller un certain nombre de curseurs, tels que par exemple la multiplication des arrestations, tels que par exemple le code électoral qui n'est pas toujours révisé, tel que l'absence d'un dauphin pour le président Talon. Donc tout ça sont quand même des signaux d'alerte
que l'opposition, et c'est légitime, elle est en droit de surveiller ces choses et d'être assez vigilante, c'est tout à fait normal, parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même, dans tout ce que nous disions, il y a l'ombre des chefs d'État en Afrique. Et vous savez qu'il y a beaucoup de chefs d'État en Afrique qui promettent l'alternance sans jamais la concrétiser. Donc, les paroles ne sont pas, à mon sens, des garanties réelles, même si elles sont à prendre en compte. Mais la meilleure garantie, évidemment, c'est la Constitution. Justement, vous avez parlé de dauphin, ça devient presque une tradition en Afrique chez nous, les chefs d'État, et qui, à la fin des mandats, quand même désignent un dauphin au sein généralement de leur propre parti. Quels sont les profils qui se dégagent du côté du Bénin? Non, d'abord, jusqu'à présent, avant de parler du profil, il faut parler du timing. Aujourd'hui, que ce soit mouvance ou opposition au Bénin, en tout cas, beaucoup de gens attendent que le président Talon puisse, enfin, les partis qui soutiennent le président Talon puissent déjà commencer à mettre en avant ou à mettre en valeur des candidats. Justement, parce que c'est le moment, puisque le président l'a déclaré, il a réaffirmé. Oui. Quant à lui, il ne reviendra pas. Justement, mais maintenant que ça c'est un premier pas, maintenant que le président dit, il réaffirme devant les élus locaux qu'il ne se présentera plus, la question qui se pose, la deuxième étape, c'est alors qui peut remplacer le président pour sauvegarder les acquis et poursuivre donc le programme d'action qui est déroulé. Et donc c'est ça la deuxième étape. Mais je crois que l'absence de candidats désignés par les partis qui supportent le président Talon peut être une stratégie. Ça peut être cette absence, ce silence peut être stratégique. Parce que vous savez que le président Talon, il est très bosseur. Il est toujours focus sur ce qu'il est en train de faire. Et le rythme donc d'activité n'est toujours pas ralenti. Et donc si aujourd'hui un candidat est désigné, vous imaginez un peu quelle influence ça peut avoir sur donc les activités en cours. Ça c'est la première analyse. La deuxième analyse, c'est que ce silence peut ne pas être que stratégique, ça peut être aussi une difficulté que le cercle qui soutient le président Talon est en train d'avoir. Parce que lorsque vous avez fait toutes ces réalisations, maintenu tout ce rythme de travail, et que vous avez quand même beaucoup de cadres qui vous soutiennent, il devient des fois difficile de pouvoir porter le choix sur un candidat. Maintenant, quand vous portez le choix, quelle garantie vous avez que le groupe sera toujours animé de la même cohésion et que la mouvance ne va pas aller donc à l'éclatement. Donc je crois que quelque part là-bas aussi, je crois qu'il y a aussi quelques difficultés. Maintenant, pour revenir fondamentalement au profil du prochain dauphin, je crois que le dauphin doit être principalement quelqu'un qui connaît très bien le Bénin profond. Ça, c'est d'abord la première chose. La première chose, on ne peut pas diriger un pays qu'on ne connaît pas. Ça, c'est la base. Maintenant, ensuite, il faudrait que ce soit un dauphin qui a les pattes blanches, c'est-à-dire qui n'est pas mêlé à des affaires de clientélisme ou de corruption, qui ne traîne pas des casseroles ou des dossiers compromettants. La deuxième chose. Et puis la troisième, ça doit être, je pense, un fidèle des fidèles. Mais justement, parlons des fidèles. Oui. Olivier Bokor, qui aujourd'hui est hors jeu, on se demande qui lui reste-t-il à Patrice Talon? Non, parlant du potentiel remplaçant de Patrice Talon, il y a des conditions. D'abord, même si lui-même, le président Talon, porte quelqu'un principalement dans son cœur, il faudrait que ça passe par les règlements qui ont été institués par eux-mêmes, c'est-à-dire passer par suivre donc le canevas qui est tracé par les réformes, c'est-à-dire les parrainages. Et aujourd'hui, le parti qui a le plus de parrainage en son sein, c'est le parti de l'ancien avocat Joseph Diogbenou, qui a 56 députés avec près de 100 élus locaux. Donc, je vois très mal comment
le juriste et ancien président de la Constitution, Joseph Diogbenou, peut signer des parrainages aux gens sans penser à lui-même. Il y a ça. Il y a aussi le fait que depuis un certain temps, c'est quand même le professeur Joseph Diogbenou qu'on voit qui est investi, qui occupe le terrain de plus en plus, qui a de l'avance sur le second parti, qui soutient le président Talon, à savoir le bloc républicain. Donc, si on regarde comment le professeur Joseph Diogbenou est en train aujourd'hui d'investir le terrain, et quand on sait qu'avec le président Talon, rien ne se fait sans véritablement son accord, on peut dire que subtilement, peut-être qu'il espère ou que, je ne sais pas quel est le débat qu'il y a eu entre lui et son chef. Mais je pense qu'il a le parrainage nécessaire qu'il faut et qu'il a le profil qu'il faut et qu'il a aussi cette énergie et cette capacité à fédérer d'autres forces qui ne sont pas forcément de la mouvance présidentielle. Et justement, et face donc à la mouvance présidentielle, on a une opposition. Comment est-ce que cette réaffirmation du président Talon de ne plus se représenter et respecter la Constitution, comment est-ce que cela influence au niveau de l'opposition, la dynamique politique actuelle? Comme je viens de vous le dire, l'opposition reste sur ses gardes. L'opposition veut juger aux faits et non aux actes. Mais en même temps, il ne faut pas penser que l'opposition béninoise avec ses 28 députés n'a pas une grande capacité. Pas du tout. L'opposition a des atouts et l'opposition a aussi des personnalités de grande envergure qui peuvent évidemment faire la différence. Et regardez par exemple une personnalité comme Éric Houndété, qui a une longue carrière parlementaire, qui a une connaissance vraiment, une grande connaissance des institutions de la République, mais aussi du fonctionnement de l'appareil d'État. Et il a une connaissance profonde aussi du Bénin profond. Donc ça veut dire que ce soit l'opposition béninoise ou que ce soit la mouvance, chaque parti, chacun a quand même ce qu'il faut. Mais en même temps, l'opposition, elle n'est pas tout simplement ramollie comme une poule mouillée. Non, pas du tout. L'opposition béninoise aujourd'hui a des arguments. Et ces arguments, c'est justement les faiblesses ou les reproches qu'on peut porter à l'encontre du président Talon, notamment les emprisonnements à tout vent, notamment le recul entre guillemets de la démocratie, le recul des libertés, et le grand nombre d'exilés politiques. Donc toutes ces frustrations qui peuvent se ressentir au sein du peuple béninois aujourd'hui, l'opposition peut bien sûr transformer tout ceci en avantage pour marquer la différence. Donc, si dire aujourd'hui qui peut véritablement remporter l'élection au Bénin, cela relève du divin ou simplement, si vous voulez, de charlatanisme de basse classe. Vous faites une belle analyse de la situation politique au Bénin, mais pensez-vous que le futur président béninois sera un candidat issu de la majorité présidentielle ou pourrait-on assister à une émergence d'opposants, de figures indépendantes ou même un retour des démocrates? Oui, ce qui est marquant aujourd'hui, c'est que la réforme du code électoral et même du système partisan. Aujourd'hui, vous savez que le système de candidature, en ce qui concerne notamment l'élection présidentielle, le système de candidature indépendante n'est plus d'actualité. Elle a été complètement mise de côté. Pour le cas du Bénin. Pour le cas du Bénin, parce que il faut forcément un parrainage. Et donc, cela oblige, parce que je vois mal comment quelqu'un qui n'était pas dans le parti ou qui ne résidait pas dans le pays ou qui est éloigné de la scène politique puisse aujourd'hui venir au Bénin et prendre le pouvoir, comme on a pu le voir avec la plupart des chefs d'État qui sont passés, que ce soit... Une présidentielle de 2026 qui va donc se jouer entre deux blocs, le parti au pouvoir et l'opposition. Absolument, c'est ce qui va se passer. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, les deux camps ont quand même des arguments, ont des candidats de taille qu'ils peuvent proposer.
Et quels sont, selon vous, les profils, les qualités ou profils que le prochain leader devra avoir pour diriger en Bénin et garantir la stabilité et un développement du pays? Oui, après avoir parlé du profil des candidats, il faut maintenant parler de la posture du président Tout qui à sera fait. élu. Le président qui sera élu doit être un président parce qu'aujourd'hui, le président Talon a mis la barre très haute. Et en ce qui concerne le rythme de réalisation, le rythme de travail. Donc, les Béninois ont pris goût désormais à un travail bien fait, pointu, rigoureux. Donc, il faudrait que le futur président maintienne la même énergie, le même rythme d'aller vite et de faire des travaux de très grande envergure, de maintenir donc ce rythme de travail. Ça, c'est un. Mais ensuite, aujourd'hui, les défis sont colossaux. Vous savez, le défi sécuritaire. Aujourd'hui, et donc le futur président doit être quelqu'un qui doit être capable de faire face à ce défi. Il doit être capable également d'avoir de très bonnes relations avec le voisinage. Il y a la question du Niger qui reste l'autre goût amer de la gestion du président Patrice Talon. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'abord sa position vis-à-vis de sa première position après donc les événements du 26 juillet à Niamey, et qui a eu des répercussions aujourd'hui sur tout ce que nous voyons et qui empêche aujourd'hui ces deux pays d'œuvrer pour une synergie d'action afin de mieux prendre en charge la question sécuritaire. Donc je crois que le futur président doit être quelqu'un qui doit entretenir de très bonnes relations avec ses voisins d'abord, et ensuite il doit avoir une parfaite connaissance de la scène internationale et être à l'écoute du peuple, parce qu'aujourd'hui les peuples africains veulent tout de même sortir de la domination impérialiste. C'est un langage clair et il faudrait que la plupart des présidents, des futurs présidents ou des actuels même comprennent ce langage et agissent en conséquence. Justement, quel regard portez-vous sur la politique étrangère du Bénin dans un contexte où, dans l'espace CEDEAO, la question de l'intégration est à nouveau sur la table? Y a-t-il espoir qu'il y ait justement une sortie de crise avant la fin du mandat de Patrice Talon? Là encore, je ne veux pas faire du charlatanisme parce que je crois que jusque-là, il semble que les signaux d'alerte ne sont pas... Selon les autorités béninoises, oui. Non, nigériennes plutôt, le blocus serait du côté béninois. Oui, bon, c'est devenu finalement parole contre parole parce que les accusations portées par le Niger sur le Bénin quant à abriter des centres d'opération pour déstabiliser l'AES, le président Tchani ne cesse de marteler, alors que le Bénin a toujours dit que ce n'est pas vrai du tout. Bon, maintenant, il y a quand même, nous avons vu un ministre angolais qui s'est rendu à Niamey il y a quelques jours et qui est porteur d'un message du président de l'Union africaine. Et vous savez que sur votre plateau ici, nous en avons toujours appelé à l'Union africaine afin de prendre ce dossier en charge. Nous en avons toujours appelé aux Africains et aux institutions qui gèrent le continent de pouvoir venir en aide aux pays de l'AES qui sont confrontés à une lutte acharnée contre le terrorisme qui, rappelons-le, a été introduite en Afrique par l'OTAN. Donc, cette visite du ministre angolais qui a rencontré le président Tchani, pour nous, observateurs, c'est un bon signe d'abord, parce qu'il dit être porteur d'un message. Et il dit aussi venir s'enquérir de comment le Niger se défend face au terrorisme. Et je soupçonne, j'imagine aussi, qu'il n'est pas allé là-bas sans parler de la frontière. Donc, je crois qui est toujours fermé entre le Bénin et le Niger. Donc, je crois que l'espoir est permis. Et ce que nous souhaitons, évidemment, c'est que l'Union africaine s'implique davantage pour prendre ce dossier-là en charge. Mais donc, pour revenir à votre question, fondamentalement, c'est, si vous voulez, c'est l'un des goûts amers, en plus des griefs qui sont portés contre le recul de la démocratie. C'est l'un des goûts amers aujourd'hui qu'on peut noter en ce qui concerne la gouvernance du président Talon, la question Niger.
Justement, la gouvernance de Patrice Talon a été marquée par certaines réformes et controverses. Pensez-vous que ces éléments influencent la transition vers une nouvelle présidence? Oui, ce qui est sûr, c'est que, je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire les frustrations qui sont issues de la gouvernance ne peuvent pas ne pas avoir de l'influence sur le scrutin. C'est-à-dire que le recul des libertés, les emprisonnements tout azimut, le grand nombre d'exilés politiques, grosso modo, les signaux que la démocratie a reculé au Bénin, et sans oublier aussi les tests, la réforme du code électoral qui cloisonne un peu les candidatures. Donc je crois que tout ceci ne peut pas, ce sont des frustrations qui quelque part, qu'on le veuille ou non, peuvent avoir quand même une incidence sur le scrutin de 2026, concernant notamment le scrutin présidentiel. L'absence du président Patrice Talon aux grandes rencontres régionales, notamment au sommet de la CEDEAO, a été remarquable ces derniers mois. Sinon, au cours de son deuxième mandat, on se pose la question, le Bénin serait-il un autre pays déçu de la CEDEAO? Non, ce qui est sûr, la CEDEAO a besoin d'être réformée. Et tout le monde sait que la CEDEAO ne répond plus très bien aux attentes des populations de l'espace. Ça, il est évident. Et puis, n'oubliez pas que c'est au sein de c'est en soutenant la CEDEAO, les décisions de la CEDEAO, que le président Talon a été perçu comme quelqu'un qui est fondamentalement contre le Niger et donc l'AES. Y a-t-il eu des erreurs dans les premières démarches entreprises? Bon, en tout cas, depuis Abuja, la première réaction, moi j'étais à Niamey, la première réaction du président Talon qui a consisté à dire que l'ordre sera rétabli à tout prix, par tous les moyens, a été vraiment, a provoqué une onde de choc à l'intérieur donc du Niger, que les gens... Avant ça, le président Talon était un président très apprécié des Nigériens, mais je crois que la descente, ou si vous voulez, le changement observé au sein de son image dans l'opinion sahélienne a commencé par ses premières déclarations aux premières heures donc, de l'arrivée au pouvoir du CNSP. Donc, à partir de ce moment, je ne connais pas quel a été l'agenda du président Talon pour ne pas participer aux dernières réunions de la CEDEAO. Je n'en sais rien du tout. Je ne suis pas membre de son cabinet. Ce n'est pas moi qui organise ses agendas, mais je pense, je soupçonne qu'il veut quand même rester, disons, un peu en retrait de tout ce qui peut se décider, ou que lui-même ne se sent pas suffisamment... il sent que la CEDEAO ne prend pas suffisamment à cœur cette question qui, justement, ce problème qui est né, justement, des décisions de la CEDEAO. Je n'en sais rien, c'est une analyse. Et où en est le pays? Le processus électoral, en tout cas, est enclenché. Où en est le pays avec l'audit des fichiers électoraux? Non, mais l'audit du fichier électoral a été une exigence de l'opposition. Et le gouvernement... Justement, est-ce qu'il y a eu gain de cause finalement? Non, le processus est en cours. Ce n'est pas terminé. Le processus est en cours. Le gouvernement a apporté les moyens nécessaires. Je crois, on parle de 159 millions. Et il y a un comité qui est mis sur place et que l'opposition est en train de travailler sur ça avec justement ce comité. Donc, il faut attendre les rapports. Donc, je pense que sur ce point, c'est aussi positif. Vous avez parlé de la situation actuelle en matière de démocratie au Bénin. Quelles leçons tirer de cette situation? Oui, la leçon qu'il faut tirer fondamentalement, c'est qu'il faut que chaque citoyen et chaque autorité à l'échelle nationale continue par travailler pour un raffermissement de la démocratie. La démocratie n'est pas simplement l'œuvre des dirigeants. Et elle est aussi l'œuvre de la contribution que peuvent apporter les autres responsables, qu'on soit de la mouvance et de l'opposition et même de la population. Et donc l'exemple du Bénin, le Bénin s'est toujours targué d'avoir la meilleure démocratie en Afrique de l'Ouest,
Mais l'arrivée de Talon a permis de voir que les codes ont été tout simplement bousculés et que aujourd'hui le futur candidat, le président de la République au Bénin qui sera issu des élections de 2026 doit travailler à recoller donc les morceaux et afin de remettre le pays suit de bons rails démocratiques. Le Bénin, puisque nous parlons de ce pays, le pays a connu des crises post-électorales il y a des années aussi, il y a 10 ans, l'annonce du président de ne pas de respecter la Constitution, de ne plus se représenter. Et selon vous, en termes de communication et d'impact psychologique, comment est-ce que cela a impacté le comportement des populations? C'est à tout point de vue positif. Cet engagement répété, ce nouvel engagement profond du président Talon est apaisant. Ça apaise le climat social qui est déjà quelque peu tendu avec les griefs qui sont portés au code électoral sur les tests chrysogènes. Donc quand le président vient une nouvelle fois dire que je ne serai pas candidat... Une démarche vers l'apaisement, vers l'apaisement. Et nous pensons que si réellement le président Talon arrive à passer le pouvoir, à opérer donc le changement, c'est-à-dire l'alternance en 2026, eh bien, il rentrera dans le cercle restreint des présidents béninois qui ont travaillé pour leur pays, mais qui en même temps ont passé la main. Ça démontrera le stoïcisme de l'homme, ça démontrera sa capacité à quand même se détacher de toutes les sirènes, de toute l'armée qui est à son pas, de toute la justice. Le pays a besoin de vivre cette expérience sur le plan politique? Je le souhaite pour le président Talon. Personnellement, je lui souhaite ça. Au vu du travail qu'il a fait, il faut qu'il soit capable de se détacher de tous ces avantages qui, au fin de compte, ne sont que des avantages mondains. Merci. Noureddine Didier Alou, vous êtes le directeur général d'Africadev. Merci d'avoir accepté notre invitation dans l'invité sur Niveau d'Info. C'est moi. Merci à vous également de nous avoir suivis.